Run Computer, c'est parti. Et donc, voilà, c'est ce document-là. Donc, j'avais préparé, je vais réduire un petit peu la taille. Il faut que je réduise un tout petit peu la taille. Alors, normalement, vous devez avoir le document qui s'affiche. C'est bon? Vous avez le document qui s'affiche ou pas? Oui, c'est bon. OK. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'énoncé et les questions, quoi. J'ai remis en page à la suite, quoi. D'accord. Pour qu'on en rediscute, quoi. Ce sera sûrement plus simple, quoi. Pour la question, bon, le début, je pense que donc, je reprends la question 13, mais là, je ne pense pas qu'il y avait de difficulté majeure. Hein. C'est simplement que la Terre et le Soleil sont très proches par rapport à la distance à Proxima du Centaure. Donc, voilà, je ne pense pas que ça vous ait posé de problème. Non, pour moi, pas de souci, je crois que les autres. OK. Non, c'est bon. OK. Donc, on va passer maintenant avec partir de la question 14, peut-être des premières questions. Oui, j'avais une question justement dès le début. Oui. Étant donné, on considère que Proxima du Centaure se trouve à l'infini. Bêtement, j'avais commencé par tracer des rayons horizontaux. Alors oui, mais ça, c'est le cas. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, Proxima du Centaure, bon, chaque point de Proxima du Centaure envoie des rayons parallèles, mais Proxima du Centaure n'est pas ponctuel. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce que vous avez, c'est que, alors, si on refait un petit schéma comme ceci, vous avez Proxima du Centaure qui a une certaine taille. Et en fait, effectivement, au sein de ce Proxima du Centaure, vous avez, disons, un point qu'on peut appeler A, son centre, ou O, disons, et un point extérieur qu'on va appeler E comme extérieur. Et dans ce cas de figure, ce que vous allez voir, c'est que les points qui viennent de haut, ben, eux, ils sont bien tous parallèles. Et s'ils sont centrés sur l'axe optique. Mais ceux qui viennent de E, ils seront bien tous parallèles, mais ils feront bien tous un angle. Okay. Ça, c'est ceux qui viennent de E. Pardon. Ça, c'est ceux qui viennent de E. Et ça, c'est ceux qui viennent de O. Vous comprenez ou pas ça? Oui, d'accord. Dans le schéma que j'ai fait au-dessus, le schéma, en fait, si je complète un peu ce schéma-là, vous voyez, les rayons qui viennent, là, vous auriez là, ça correspondrait en fait à A infini, d'accord, qui fait bien une image A1 sur l'axe. Et puis là, vous auriez le bleu, ça correspond à B infini. Ce serait le point E, par exemple. Oui, le point E, ce que j'appelais B, c'est E dans ce cas-là, effectivement. Voilà. Okay. Vous comprenez, c'est qu'en fait, un point donné envoie des rayons quasi parallèles, mais les différents points, ils envoient des rayons avec un certain angle. Et en fait, l'angle, c'est l'angle sur lequel vous voyez Proxima du Centaure. OK ? Et du coup, sur le schéma, si on devait tracer le rayon qui passe par l'axe optique, il n'aurait pas un angle alpha, il serait vraiment sur l'axe optique. Voilà, il serait sur l'axe optique. En fait, ce qu'on peut toujours faire, c'est qu'on peut dessiner, on peut tout à fait mettre si vous voulez, on peut la dessiner finalement comme ça. On peut dire qu'il va, si vous voulez, de là à là, quoi, finalement, Proxima du Centaure. Souvent, les étudiants veulent absolument faire autant au-dessus qu'en dessous, mais on peut très bien imaginer qu'on prend alors dans ce cas-là, ça serait le point bas. On peut très bien imaginer que l'axe optique est basé sur le point bas de Proxima du Centaure et sur une extrémité du périmètre et vous avez le E à l'autre extrémité. D'accord? Et donc, ce point-là, donc ça serait, on va remettre avec les points du document. Donc, disons que j'appelle en vert, je vais appeler ça A infini et ça B infini. Et donc, A infini serait là et B infini serait là. Ça va comme ça? Oui, merci. Donc, A infini, effectivement, vous avez là, tous les rayons de A infini arrivent parallèles, mais les rayons de B infini arrivent tous aussi parallèles, mais vu que A n'est pas B, ben vous avez un angle. Alors, bien sûr, cet angle, en fait, il est relativement modeste parce que le disque, le diamètre de Proxima du Centaure, A infini, B infini, ce serait le diamètre de Proxima du Centaure.
il est très faible vis-à-vis de la distance à infini au 1. Donc, bien sûr, l'angle alpha est très modeste. Mais bon, c'est ainsi. D'accord? C'est bon? D'accord, merci, monsieur. Il y a différents points. C'est que Proxima du Centaure, a priori, n'est pas un objet ponctuel. OK? Ok, ok. Donc après, de façon évidente, bien évidemment que l'image, donc A qui est sur l'axe optique, A infini qui est sur l'axe optique fait une image A1 au foyer image, et les autres images sont dans le plan focal image. Et on fait les deux cas extrêmes. Vous tracez les deux extrêmes et tous les intermédiaires, tous les points intermédiaires entre A infini et B infini se trouveront entre A1 et B1 sur l'écran. Oui, d'accord, ok, ce que je n'avais pas compris. Merci. D'accord? Donc là, de toute façon, objet à grande distance, l'image se fait dans le plan focal image, éventuellement, et même sans être à l'infini, dès qu'il est à quelques fois la distance focale, le A1, B1, il est quasiment à l'infini. Voilà. OK? Ça va pour tout le monde? Moi, j'avais une autre question. J'avais une question par rapport à la configuration qu'on devait prendre. On prend celle que vous venez de faire avec A infini, B infini. On peut prendre la première où on considère que la première moitié du diamètre. Ah oui, dans ce cas-là, si vous pouvez considérer qu'effectivement A infini serait le centre et B infini serait l'extérieur, la périphérie. Dans ce cas-là, ce que vous mesurez, c'est alpha alpha correspondrait en fait à, dans ce cas-là, dans les formules, quand vous allez faire calculer alpha, il faudra faire attention que dans ce cas-là, c'est en fait on va le voir après, mais soit A infini, B infini représente le diamètre, mais si vous considérez que A infini, B infini représente le rayon, dans ce cas-là, il faut faire attention qu'à la fin, quand vous allez trouver la taille sur l'écran, sur le capteur, vous n'aurez que la demi-taille. Il faut être juste cohérent, quoi. Ça répond à la question ou pas? Oui, merci. C'est juste qu'il faut avoir il faut simplement, comme on veut, c'est une question de cohérence. Vous pouvez dire que A infini, B infini, c'est le rayon, ou A infini, B infini, c'est le diamètre, mais à la fin, vous aurez tout l'objet ou juste la moitié de l'objet, quoi. Ça, c'est sûr. Ça va? Oui. OK, donc on passe à la suite. Donc pour la question 15, donc, ce que j'ai fait, vous voyez, donc la question 15, finalement, donc, ce que j'appelle 2RE, le 2RE, c'est le diamètre de l'étoile, Proxima du Centaure, et ça représente sur mon schéma au-dessus A infini, B infini. Donc je dis que alpha. Alors bien évidemment, ici, surtout, ne vous fatiguez pas avec des tangentes en pensant que ce sera plus précis. Ce sont des angles qui sont très, très petits devant un radian. Il est impossible à la précision de l'expérience de distinguer la tangente de l'angle alpha. Donc, c'est vraiment pas la peine de passer avec les tangentes. C'est pas mieux, ou les sinus, c'est pas la peine de se poser de questions. Ça, c'est les petits angles, tout de suite. Enfin, c'est pas faux si vous mettez l'arc tangente, mais bon, c'est… Donc, A infini, B infini, c'est le diamètre pour moi. Donc là, je mets le diamètre sur la distance. Alors, ce que j'appelle DE ici, ce serait la distance de O1 à A infini. D'accord? Je peux refaire rapidement ici. Ce que j'appelle, donc ça, ce serait ça et ça. Donc, on aurait là et là. Et donc, ça, ce serait 2RE. Et ça serait DE. Et comme ça, je calcule la… D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Et donc, bien sûr, par rapport à la question que j'ai eue tout à l'heure, si vous mettez ici simplement RE, eh bien, forcément que vous aurez une taille A1, B1, une moitié. C'est normal, vous aurez la demi-tâche et pas la tâche entière. Et après, une fois qu'on a l'angle alpha, eh bien, on fait simplement dans le triangle OA, A1, B1, eh bien, la distance O1F', qui est la distance focale de la lentille, fois alpha fait la taille A1, B1. D'accord? Donc, voilà la taille que vous avez sur le capteur. Enfin, pour l'instant, si le capteur, si vous mettez directement un capteur au niveau du plan focal image de la lentille L1, eh bien, sur cet écran, la tâche que vous auriez, c'est la tâche de taille A1, B1. Voilà. Éventuellement, vous prenez une grande lentille et vous faites l'image de Proxima du Centaure, et sur l'écran, vous aurez une tâche qui est de la taille A1, B1. Moi, j'ai une question sur ça. Oui. Je ne vais pas utiliser la méthode avec alpha, j'ai utilisé le grandissement transversal. Oui, mais alors un peu compliqué parce que le grandissement transversal, le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec quasiment un objet qui est à l'infini, quoi. Du coup, j'ai mis la grandeur DE.
Oui, mais vous faites, enfin, vous pouvez faire, on le voit comme ça, enfin, vous pouvez faire le grandissement, vous pouvez dire effectivement que A1, B, en valeur absolue, hein, A1, B1 sur A infini, B infini. Enfin, disons qu'on peut écrire, si vous voulez écrire à la main, on peut faire Thalès à la main. Donc, si vous voulez faire Thalès à la main, ça donne simplement que A1, B1 sur F'1 égale de l'autre côté A infini, B infini sur DE. C'est comme ça? Oui, bah, en fait, oui, on a ordonné la formule. Du coup, moi, j'ai appliqué Voilà. la formule, quoi. Mais là, bon, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire comme ça, mais dans ce cas-là, ça revient à ça, quoi. C'est dans le cas où l'objet est à l'infini, enfin, ça revient à ça, mais ça revient à faire la formule de Thalès, quoi. C'est pareil, hein. Vous pouvez faire Thalès si vous voulez. Tant que vous arrivez tant que vous écrivez ça, ben, c'est pareil, quoi. Oui, mais du coup, en fait, j'avais pas compris qu'est-ce que c'était en fait, si on faisait une image de toute l'étoile ou si on faisait que la moitié, du coup, j'ai pas le facteur 2, mais du coup, le Dans ce facteur cas, 2, c'est pas grave. ça vient du rayon, c'est ça? C'est pas grave. Simplement, il faut faire attention que si on vous dit quelle est la taille de l'étoile sur l'écran à la fin, vous pouvez très bien calculer avec le rayon. Et à la fin, vous dites la distance A1, B1, ça représente la moitié de la tâche, quoi. Donc après, la question était posée, déterminer l'expression de la taille de cette image. Donc on fait bien l'image de toute l'étoile. Donc là, vous pouvez bien passer par alpha égale RE sur BE, mais à la fin, il faut bien expliquer que l'étoile, il n'y a pas la moitié, vous voyez pas, c'est pas la demi-lune, quoi. Vous êtes comme à la pleine lune, si vous voyez toute la. Donc il faut multiplier par 2. D'accord, ouais, merci. Comme je l'expliquais tout à l'heure, vous pouvez faire les calculs avec les demi, vous pouvez faire les calculs avec les demi, les rayons, mais à la fin, forcément, il y a un facteur 2. D'accord. C'est bon? Oui, oui. OK. Merci. Alors, la question 16. Donc, effectivement, le problème, c'est que pour l'instant, si vous voulez, on va avoir un objet, mais qui est de taille relativement réduite. Donc, on veut l'agrandir. D'accord? Donc, on va faire une lentille maintenant de projection. OK? Donc, c'est un peu différent d'un cas où on ferait une lunette astronomique, où on fait afocale, donc on est à l'infini, on repart à l'infini. Là, ça va vraiment être projeté. Et si vous voulez, le problème, c'est que pour l'instant, peut-être, l'image est encore un peu petite, donc on veut essayer de l'agrandir. Donc, en gros, l'idée, c'est toujours la même, c'est avec une lentille, on va placer cet objet près du plan focal objet d'une lentille qui va l'envoyer assez loin et donc l'agrandir. C'est l'idée. Donc, pour la question 16, il faut bien faire attention, il faut bien noter, quoi. Il ne faut pas confondre. Donc, il y a deux lentilles. Donc, là, c'est la lentille 2. Donc, il faut bien mettre les O2, les F'2. Et l'idée, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne la position de l'objet et puis il faut trouver l'image. Alors là, c'est un peu différent. On part du grandissement. Mais vu que vous avez, en fait, là, vous avez deux équations pour deux inconnus, une fois qu'on vous donne le grandissement, eh ben, vous vous retrouvez finalement avec une équation pour une inconnue, quoi. Ça revient au même, mais c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné là-dessus, sur cette question 16? Non, on a plutôt bien réussi, je crois. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment, faut faire attention. Donc, moi, je conseille de commencer par faire un tout petit schéma. Ça paraît très élémentaire, mais bien identifié comme ça. Moi, ce que je fais, hein, pour moi, j'ai tendance à vraiment mettre quel est l'objet. Donc, il s'appelle A1. Quelle est l'image? Elle s'appelle A2. Quelle est la lentille? Et j'écris bien, vous voyez, ma formule de conjugaison avec les O2, les F'2, et je fais très attention aux points que j'utilise. D'accord? C'est vraiment là qu'il faut faire attention, quoi. Voilà. Après, il y a une petite, bon, vous pouvez faire des calculs intermédiaires. Bon, moi, j'ai fait le calcul directement, un peu plus élégant, on va dire. Et on trouve ceci. Donc, quand on trouve là. Ah oui, c'est vrai que dans le sujet, c'était un peu bizarre parce qu'il voulait qu'on donne par rapport à O1. Mais vu que vous avez une très grande première focale, en fait, la distance O1 à 1, elle va quasiment se confondre avec O1, O2. Donc, vous pouvez avoir un problème de chiffre significatif parce que normalement, si vous mettez directement O1, O2, ben, vous aurez 4 mètres plus 1 cm. Donc, c'est un peu problématique du point de vue des chiffres significatifs. Donc, en fait, il faut plutôt se dire que en fait, l'objet intermédiaire va être très près de la focale de la seconde lentille. La focale de la seconde lentille, c'est 2 cm, et là, on va avoir 1,5 cm. Voilà, donc j'ai plutôt donné le résultat par rapport au centre optique de la deuxième lentille. Sinon, bon, c'est un peu moins pratique, je trouve. Ça va pour ça? C'est bon. Alors, le tracé, peut-être, qui peut être envoyé, c'est un peu d'autres documents que j'avais transmis, mais vous voyez que finalement, comme je vous l'indique, donc là, il faut bien comprendre que A1, B1, on intercale la lentille L2,
Donc, A1, B1 devient ici, ça devient un objet virtuel pour la lentille L2. Donc, les rayons n'arrivent plus exactement à L2, mais leur prolongement va y arriver. Et donc, pour le tracer, hein, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu hier, l'idée, c'est d'utiliser des rayons connus dont les prolongements passeraient par B1. Donc, l'idée, bien sûr, c'est toujours, alors lui est toujours utile, celui qui passe par le centre optique. Donc, le rayon passant par le centre optique et par B n'est pas dévié. Donc, vous avez ici, entre guillemets, ça, ce serait l'incident. Et ça, c'est l'émergent. En fait, c'est les mêmes, quoi. D'accord? Voilà. Donc, forcément que B2, il se trouve quelque part sur ce rayon émergent, forcément. Et donc, il nous faut un deuxième rayon. Donc, l'idée, je dis, soit un rayon parallèle dont le prolongement, donc ça serait le rayon vert, on va dire, celui-ci. Ça, c'est l'incident. Le prolongement du rayon incident va donc, le prolongement atteindrait B1. Et donc, rayon parallèle à l'axe optique, il émerge en passant lui ou son prolongement par le foyer image, c'est-à-dire F'2. Voilà. Et donc, on a là l'émergent. On a l'émergent, mais pour le rayon, le second rayon. Et donc, forcément, B2 doit aussi se trouver, parce que par stigmatisme, tous les rayons issus de B1 doivent converger en B2. Donc, le B2, il doit être quelque part sur le rayon émergent qui est le rouge et quelque part sur le rayon émergent qui est le vert. Et là, c'est ici, B2. D'accord? Est-ce que ça va pour le tracé? J'avais une question, c'est par rapport au placement de la lentille. Vous saviez que la lentille était avant A1, B1. C'était grâce à la question précédente? C'est ça, voilà, c'est-à-dire que tout à fait, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai trouvé que O2 A1, donc si vous voulez, si je retrace rapidement, donc là, vous auriez en quelque sorte l'axe optique comme ceci. Quelque part, j'aurai une lentille que je peux faire ici. Ça, c'est ma lentille O2. Et j'ai trouvé à la question précédente que O2 A1 valait plus 1,5 cm. Donc, A1, il est forcément là. Ça, c'est 1,5 cm. Et là, je n'ai pas très bien fait, mais là, c'était le... Donc là, c'est forcément le F2, parce que là, c'est 2 cm. Mais attention, vu que c'est une divergente, le foyer... Vu que c'est une lentille divergente, excusez-moi, lentille divergente. Donc, vu que c'est une lentille divergente, bon, je mets O2 quelque part. F2, il est 2 cm après, vu que c'est divergent, le foyer objet est après. Et A1, O2, A1, vous voyez, c'est 1,5 cm. Donc, c'est plus. Donc, A1, il est forcément il est après O2. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça que je le comprends. C'est bon? Ça va? Ah, il y a une autre question. Sur le sujet, on nous dit que l'image est censée être non inversée. Et est-ce qu'on dit qu'elle est non inversée par rapport à l'image A1, A2, A1, B1, ou on dit qu'elle est non inversée par rapport à l'image, à l'objet? Non, la première lentille, elle fait forcément une image inversée. Quand vous faites un tracé comme ça avec une lentille convergente, c'est forcément inversé. Quand vous faites une lentille convergente, c'est toujours inversé, quoi. Votre œil, quand il observe, quand vous regardez quelqu'un, vous regardez par exemple le vidéoprojecteur actuellement, sur votre rétine, ça apparaît inversé. Parce que c'est une lentille convergente, votre œil. Et en fait, simplement, après, votre cerveau, il renverse tout. D'accord? Donc, pour une lentille convergente, en fait, la question, c'est la première image. Donc, on a l'objet. L'image est renversée par rapport au premier objet. Mais après, pourquoi que gamma vaut plus 4? Parce que vous voyez que le A1, B1 et A2, B2, ils sont du même côté. Ils sont tous les deux négatifs en algébrique. A1, B1, ils sont tous les deux négatifs en algébrique. Mais la deuxième lentille L2, comme on le voit sur le tracé, elle ne renverse pas. D'accord. Oui. C'est bon? Donc, le gamma, c'est bien plus 4, quoi. C'est bien plus 4. Et donc, vous voyez, en termes de tracé, forcément que A1, B1, est-ce que tout le monde comprend pourquoi A1, B1, il est forcément pas très loin de F2? Est-ce que ça vous paraissait évident dès le départ qu'il ne devait pas être très loin de F2 ou pas? On aurait pu le mettre n'importe où, quoi. Au départ, est-ce que ça vous paraît, à part du fait que ça devait être positif, mais ça vous aurait gêné de mettre A1, B1 plutôt près de... Si on vous avait posé la question, A1, B1, il est plutôt près de F'2 ou près de F2? Vous n'avez pas forcément d'idée au départ, des idées?
il est forcément entre O2 et F2 parce que sinon, ça veut dire que la lentille divergente, elle est devant la lentille convergente et ça pose problème, non? Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est plutôt que si l'objet A1, B1, vous voulez agrandir, vous voyez, vous avez l'objet et vous voulez que son image soit plus grande. Oui. Donc, en général, ce qu'il faut pour avoir une grande image, c'est qu'il faut en gros mettre un objet près du foyer objet. On sait que si l'objet était au foyer objet, son image est à l'infini très grande, à l'infini. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus vous allez rapprocher l'objet du foyer objet, plus il aura tendance à former une image lointaine et grande. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe ici. Si j'avais pris sur mon schéma, si je prends A1, B1 encore plus proche de F2, j'aurais A2, B2 peut-être avec un grandissement de 6. Vous voyez l'idée ou pas? Oui. Donc, en fait, plus l'objet, ça c'est un truc très classique, plus vous mettez l'objet très proche du foyer objet, plus l'image part à l'infini, et donc va être très grande. C'est un peu l'exercice, M. Castel, du projecteur là, que vous avez regardé hier, où en fait, pour avoir une grande image sur l'écran, il faut en fait que l'objet soit quasiment confondu avec le foyer objet. Ok. D'accord, c'est la même idée. Donc, et inversement, quand vous avez, quand vous voulez que l'image et quand vous avez un objet à grande distance, vous savez que l'image va quasiment se faire en F'1. Là, vous avez F'1 qui vaut 8 mètres, mais même si vous ne faites pas proxima du centaure, avec une lentille convergente de 8 mètres, si vous regardez un objet à 100 mètres, d'après la formule de conjugaison, l'image, elle va être à F'1 plus un epsilon. Dès que vous avez même dès que vous avez 10 fois la distance focale, dès que vous avez à peu près une distance qui est OA'1 qui vaut quasiment 10 fois la distance focale, 1 sur OA'1, il devient négligeable par rapport à 1 sur F'. Et vous avez, pardon, si OA vaut à peu près 10 F', OA', il est quasiment en F'. D'accord? Donc, loin, dès que vous avez une grande distance devant, si l'objet est à grande distance devant la focale, l'image est quasiment au foyer image, dans le plan focal image, et inversement, dès que vous avez un objet qui est relativement près du foyer, son image, elle est assez rapidement très loin et agrandie. OK? Monsieur? Oui? Les deux rayons que vous avez tracés à gauche, donc qui sont déjà passés par la lentille L1, c'est des points ces deux rayons, ils proviennent d'un même point de Proxima du Centaure. Bien sûr, ils proviennent du B1. Voilà. Le rayon, on va refaire ces rayons, on va les renuméroter pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Ce rayon 1 et ce rayon 2, vu qu'ils vont tous les deux converger au point B1, ils arrivent. Alors, ils ont traversé la lentille avant, mais donc ils ont traversé la lentille L1 ici. Et ces deux rayons, eh bien, ils proviennent tous les deux, je ne sais pas trop comment, d'accord, mais de B infini. Oui, ok. Et par contre, tous les rayons, voilà, donc effectivement, tous les rayons qui partent de l'extérieur de l'étoile, de la pourtour de l'étoile, de la périphérie de l'étoile, ils vont tous d'abord aller en B1 et après, ils iront tous en B2. Et tous ceux qui étaient, par exemple, à l'autre extrémité ou au centre, selon comment on raisonne, eh bien, ils vont d'abord tous en A1 et après, ils passent tous en A2. D'accord. Okay. Bon, voilà. Oui. Ensuite, alors bon, là, l'idée, c'est que la question là, on a simplement connaissant la taille de A1, B1, A2, B2, c'est simplement fois gamma, quoi. On fait fois gamma et on a A2, B2 et on trouve 16 micromètres. Vous voyez, donc avec ce facteur gamma, on est passé de 0,16 micromètres, enfin de 0,04 micromètres à 16 micromètres. Voilà l'idée. Et en fait, donc, vu que les cristaux faisaient 10 micromètres, et bien là, en fait, ça veut dire que toute l'image, tous les rayons, ils arrivent sur un seul pigment, quoi, si vous êtes d'accord. Si vous avez vu que les cristaux font 10 micromètres de taille caractéristique, eh bien, typiquement, si vous avez une image qui fait 0,16 micromètres, eh bien, forcément que toute l'image se fait sur un seul point. Et donc, vous voyez quelque chose de ponctuel. D'accord ? Du coup, à quoi ça sert? Parce que là, on ne la voit même pas, en fait, l'image. Ah, si, on voit un point, quoi. C'est comme si vous êtes très loin, c'est comme si vous êtes sur la route, et puis moi, je suis à des kilomètres et des kilomètres, et vous voyez un point, quoi. Vous voyez vite qu'il y a quelqu'un là-bas, mais je n'arrive pas à distinguer sa tête et ses pieds, quoi. Je vois juste un point, mais je vois juste un point, je vois qu'il y a quelque chose.
Après, est-ce une personne, est-ce un monticule? C'est difficile. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne voit pas ça en son étendue. On ne voit pas voilà, les détails. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, effectivement, vous ne pouvez pas voir les cratères. Bon, imaginons que ce soit la Lune et que vous voyez la Lune qui se ferait sur un pixel. Vous ne pouvez pas distinguer sur votre capteur, vous aurez tout noir et vous aurez un point coloré, quoi. Oui, ok, d'accord. Si ça colore, par exemple, en blanc, ben vous aurez tout noir et un point blanc quelque part. C'est tout. Voilà. Mais vous n'aurez pas le détail. Si vous faites ça avec la Lune, avec une mauvaise… Enfin, là, la Lune est trop grande, mais imaginons une Lune de Jupiter et vous la voyez sur un point, et ben vous ne voyez pas les cratères de la Lune de Jupiter, quoi. Vous voyez un point. Vous ne voyez pas les détails, quoi. Si par exemple à l'œil nu, vous voyez la Lune, mais vous n'arrivez pas à distinguer les cratères, si vous voulez. Alors que si vous prenez des jumelles ou un télescope, vous verrez les détails des cratères qui seront sur plusieurs pixels différents. D'accord? Ok, d'accord. C'est ça. Donc là, effectivement, on voit qu'un seul point lumineux, il y a bien un point, donc on note. Voilà. Après, l'idée, c'est que s'il y a plusieurs étoiles dans le ciel, on les verra sur différents points. On verra quand même qu'il y a différentes étoiles. C'est un peu comme quand vous regardez le ciel. Les étoiles, vous les voyez comme des points. Mais vous les voyez quand même bien, quoi. Il n'y a pas rien dans le ciel. Il y a des étoiles et vous les voyez comme ponctuelles. Parce que vous ne pouvez pas les distinguer. Elles sont trop lointaines et la résolution de votre œil n'est pas suffisante pour voir autre chose qu'un point. D'accord? D'accord, d'accord. Merci, monsieur. C'est ça. Alors là, c'est une version un peu moderne. Alors, je n'ai pas bien coupé la question, mais bon, c'est le début de la question. Donc, l'image définitive, alors là, on refait avec un capteur qui a 100 millions de pixels. Donc, en fait, la question, elle change un tout petit peu. Là, on vous donnait directement la taille du pixel. Bon, ce n'est pas des pixels, enfin, c'est des cristaux de 10 micromètres. Il s'agit juste de redéterminer la taille des cristaux. Donc, vous imaginez que vous avez, comme en Canva, là, comme sur ma grille qui est actuellement là, hein, vous avez une grille carrée, voilà, et donc vous dites, bon, chaque pixel fait A carré de surface, il y en a N, ça fait une surface N A carré, et c'est une surface, c'est longueur-largeur du capteur. Et on vous dit que c'était un 24-36. Le capteur, c'est souvent des 24-36 mm. Donc, on dit juste que la surface totale des capteurs fait la surface totale de la pellicule. Et donc, on trouve une valeur. OK? C'est bon pour ça? Oui. Pas de souci? Bon. C'est bon? Alors là, la question était plus délicate, c'est sûr, la question 20. Est-ce qu'elle vous a posé des difficultés, cette question 20? Non, pas de… Alors, un qui commence, alors vous mettez d'accord. Moi, c'est sur le coefficient du D carré soleil-terre sur DE carré. Je ne vois pas d'où il vient. Alors, c'est qu'en fait, vous avez voilà, donc cette formule-là, en fait, l'idée, c'est que prenez par exemple, si on repart du soleil, en repartant du soleil, qu'on va faire comme ceci, on va juste faire un point, si vous voulez, pour l'instant, pour le soleil. Et le soleil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, je vais les déplacer un peu, il peut émettre de la lumière sur différentes sphères. Donc, ça, c'est une première sphère, mais on peut en faire une deuxième. On va essayer de faire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est très bien fait, mais enfin bon, l'idée est là. Et donc, le soleil, il va émettre maintenant des rayons lumineux. Donc, ce soleil, il émet des rayons lumineux, comme ceci. Et, pardon, c'est pas toujours ce que j'ai fait, parfois je me loupe un peu, mais je pense que vous avez l'idée. Et après, ces rayons lumineux, ils passent après la seconde sphère. D'accord? Donc, vous avez le soleil qui émet des rayons lumineux qui passent à travers la surface. Bon, il y a quelques petits loupés, mais enfin, vous voyez l'idée générale. Donc, vous avez la surface le soleil qui émet et la puissance qui est émise par le soleil. Donc, si on indiquait, en fait, ça, ce serait par exemple on aura deux distances distinctes. Je vais reprendre un peu l'idée. J'aurai une première distance qui serait R1 et là, la deuxième qui serait R2. Et ce que je dis, c'est que la puissance qui est émise par le soleil, elle est la même en traversant la sphère bleue que la sphère verte. C'est la même puissance. D'accord? Ça va ou pas? C'est bon? Donc, en fait, simplement ce qu'on dit, c'est que la puissance totale, maintenant, si je reprends, je dis simplement que la puissance totale émise,
elle peut se répartir, elle est la même, mais donc soit elle se répartit, donc là il y aura la puissance par unité de surface, fois la surface. Donc quand la surface augmente, la puissance par unité de surface doit diminuer. D'accord? Quand la surface augmente, la puissance par unité de surface doit diminuer. OK? Donc, et la surface, vu que c'est des sphères, la surface d'une sphère, c'est 4pi r carré. Donc, vous voyez que la puissance surfacique de votre faisceau, elle est en P total sur 4pi r carré. Donc, en fait, vous voyez que maintenant, si je reprends les notations, j'aurai donc la puissance surfacique. Alors, maintenant, l'idée, c'est que la puissance qui est émise par… Ah oui, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, je dis que Proxima du Centaure, ça, c'est associé à Proxima du Centaure. Donc, ça, c'est pour Proxima du Centaure. Et ça dit que Proxima du Centaure étant à la distance… pourquoi j'ai un 4 ici? Pourquoi j'ai mis un 4 en fait? Ah oui, il n'y a pas de 4 en fait. Non? Non, si, parce que c'est le rayon. C'est le rayon carré. C'est le diamètre divisé par 2, mais non, le rayon. Oui. Non, il n'y a pas de 4 normalement. C'est 4pi r carré. Oui, sauf que justement, ton DE, c'est… Ouais, excusez-moi, parce que vu que c'était des dés, j'ai pris ça comme effectivement, il y a une petite faute, effectivement. Parce que c'est bien les rayons qu'il faut… Parce que vu que c'était des dés, j'ai pensé diamètre, en fait, mais c'était pas des… C'est des rayons, d'accord? C'est bon ou pas? Donc, en fait, l'idée, c'est que on peut reprendre. Donc, je vais refaire un schéma. Je vais reprendre tranquillement. Donc, je vais effacer ça et je vais reprendre tranquillement. Effectivement, il n'y a pas les 4 ici. On va effacer ça. Ça marche quand même, mais le 4 ne sert à rien. Enfin, non, ça ne marche pas vraiment. Mais bon. Alors, si on reprend un peu mieux ça, quand vous avez… alors, on va refaire un petit schéma. Ici, vous avez Proxima du Centaure. Et Proxima du Centaure, il est à la distance DE, pardon, D indice E. Et ça, c'est la Terre, on va dire, comme ceci. D'accord? Et donc, la puissance P indice PC, qui est la puissance surfacique au niveau de la Terre, c'est la puissance totale P0 sur la surface qui vaut 4pi DE carré. D'accord? J'aurais une question sur la distance DE. Oui. Parce qu'on considère donc que la distance Terre-Soleil, elle est nulle. Enfin, elle est… Ça ne change rien, c'est ce qu'on a dit au départ. Hein. C'était la question. Ça, c'était la question. C'était celle-là, quoi. La question 13. Ah, d'accord. C'est le fait que la distance Terre-Soleil, c'est quasiment la distance. Il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Ça, c'est… D'accord? Donc, effectivement, là, c'est… Il n'y a pas le facteur 4, j'ai pensé diamètre en voyant D, mais c'est bien un rayon. Donc, la puissance surfacique, c'est-à-dire que les watts par mètre carré qui arrivent au niveau de la Terre, depuis Proxima du Centaure, c'est encore un peu différemment. Je vais écrire encore un petit peu différemment. Voilà. Oublions pour l'instant que les puissances sont les mêmes. Donc, pour l'instant, vous avez ça. Pour l'instant, vous dites que la puissance de Proxima du Centaure, divisée par la surface de l'immense sphère, eh bien, ça fait une puissance surfacique en watts par mètre carré. Ça, c'est la puissance surfacique qui est fournie par Proxima du Centaure au niveau de la Terre. Et maintenant, pour le Soleil, vous diriez que la puissance surfacique au niveau fournie par le Soleil au niveau de la Terre, c'est la puissance totale du Soleil sur 4pi, distance Terre-Soleil carré. D'accord? Ça va, ça ou pas? Oui, merci. C'est bon. Et donc, après, ce que je dis, et si vous avez ça, vous ne pouvez pas conclure. Donc, après, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on suppose que la puissance émise par Proxima du Centaure et la puissance émise par le Soleil sont la même. P0. Et vu que c'est le même P0, ça vous fait une égalité. Vous dites que P0 égale la puissance surfacique reçue au niveau de la Terre depuis Proxima du Centaure fois l'immense sphère. Et après, c'est la même chose que la puissance
fourni par le Soleil au niveau de la Terre fois 4pi ds carré. Le problème, c'est qu'on connaît lui, c'est lui qu'on connaît en fait. C'est lui qu'on vous fournit parce qu'on vous fournit le vecteur de pointing. Ça, c'est la donnée en fait. Ça va ou pas? Est-ce que c'est bon pour cette égalité? Oui, c'est merci. D'accord? L'idée, c'est vraiment de dire que Proxima du Centaure émet une puissance. Cette puissance se répartit sur une immense sphère. Au niveau de la Terre, il n'en reste pas grand-chose par unité de surface. Vous faites pareil pour le Soleil. Vous dites que le Soleil émet une puissance. Au niveau de la Terre, il reste une certaine puissance surfacique. Et après, il faut utiliser le fait que si les deux étoiles émettent de la même façon, eh bien en fait, dit autrement, alors on peut faire un cas simple. Vous voyez que si Proxima du Centaure était 10 fois plus loin que le Soleil, il fournirait une puissance surfacique de combien par rapport à celle du Soleil? Donc je repose la question. Si Proxima du Centaure était 10 fois plus loin que le Soleil, il fournirait une puissance surfacique qui serait quelle proportion de la puissance surfacique solaire? Combien? J'entends pas bien là, je ne m'entends pas là. 100 fois moins. 100 fois moins, d'accord, 100 fois moins. Donc, vu que c'est au carré, là, vu que ça se répartit sur une sphère, c'est au carré, donc 100 fois moins. Donc, si Proxima est 10 fois plus loin, sa puissance surfacique au niveau de la surface de la Terre, c'est 100 fois moins. Et s'il est 100 fois plus loin, bah, c'est 10 000 fois moins, etc., etc. Donc, au final, c'est bien le rapport des distances au carré. C'est bon? Oui. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, maintenant, on connaît quelle est la puissance surfacique. Donc, on sait combien de watts par mètre carré. Donc là, on sait combien il y a de watts par mètre carré qui arrivent depuis Proxima du Centaure. Après, ça va s'enchaîner assez facilement parce que maintenant qu'on connaît la puissance par mètre carré qui arrive depuis Proxima du Centaure à la Terre, maintenant, ce que vous faites, vous multipliez par l'ouverture de la lentille. Ce que je viens de faire là, ça, c'est combien de puissance entre, parce que bien sûr, il n'y a qu'une portion qui rentre parmi toute la puissance, vous prenez la puissance surfacique et après vous multipliez par, donc ça c'est bien des watts par mètre carré, vous multipliez par le nombre de mètres carrés de votre surface, l'ouverture de la lentille, vous avez bien le nombre de watts, donc le nombre de joules par seconde qui sont en train de rentrer dans votre lentille. Ça c'est bon? C'est bon? Oui. Et donc, après, il me suffit simplement, et donc je divise par l'énergie d'un photon. D'accord? L'énergie du photon, donc l'énergie du photon, c'est H nu, c'est HC sur lambda. Donc, je divise par HC sur lambda. Comme là, si vous voulez, ici, c'est cette chose-là, c'est des joules par seconde. Voilà. C'est combien de joules par seconde arrive dans votre lentille, et ça, c'est l'énergie d'un photon, un photon. Donc, en divisant le nombre de joules par seconde par l'énergie d'un photon, vous aurez le nombre de photons. Un photon moyen, d'accord, pris autour de 600 nanomètres, un photon moyen. D'accord? C'est bon? Oui, oui. Et donc, après, ce que je fais, une fois que j'ai phi, donc c'est le nombre de photons par seconde, je multiplie par la durée, j'ai le nombre de photons, et après, il y a un rendement quantique, c'est-à-dire que tous les photons, ils ne détectent pas forcément, c'est-à-dire que les photons, ils arrivent et ils doivent créer une excitation électrique, ils vont faire sauter un électron qui va créer un courant, et il arrive que le photon, en fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas à chaque fois que ça marche, donc il y a une certaine probabilité que ça marche. C'est comme votre œil, s'il reçoit un seul photon, ça ne suffit pas à détecter. Il faut qu'il en reçoive un certain nombre pour que ça puisse marcher. Je ne sais plus combien c'est, est-ce que c'est une dizaine, un truc comme ça. Enfin, il y a un critère. D'accord? Donc, et là, on a la formule. Donc, ce facteur QE, c'est juste qu'il y a simplement une proportion de photons qui vont vraiment créer des électrons. C'est bon? Oui. Et après, les électrons, les convertis en charge, quoi. On n'en fait pas grand-chose, en fait, quoi. Ça va? Donc, c'était ça, quoi. C'était bien voir que le rapport était en la distance au carré. Hein. C'est toujours pareil. Quand l'énergie était mise sur des sphères, il faut considérer que plus vous êtes loin, plus ce qui vous reste par unité de surface, c'est divisé par la distance au carré. La fin n'était pas trop difficile. Ensuite, il y avait une petite question de diffraction.
Alors, l'idée, c'est simplement que, en fait, là, on a fait comme s'il n'y avait pas de diffraction, mais en fait, vous avez en fait la lentille et donc, vous avez l'ouverture de la lentille qui est ici, et en fait, quand les rayons ils vont arriver sur la lentille, comme ceci, eh bien, vu qu'il y a une ouverture de taille finie, donc on a ici une ouverture de taille, D1, et donc quand vous avez une ouverture finie, eh bien, vous avez une certaine diffraction qui se produit. Les différents rayons ils vont ouvrir sur un demi-angle θ qui est là. D'accord? Donc, alors, bien sûr, vous me direz, mais la lentille, elle est très grande, là, elle fait plusieurs centimètres ou un diamètre de je ne sais pas combien. Alors, bien sûr, l'angle va être très faible. Mais le problème, c'est que l'angle θ ici, donc il y aura un angle de diffraction, et là, il y aura un θ de diffraction qui est typiquement en la longueur d'onde sur la taille de l'ouverture. Voilà, en ordre de grandeur, c'est ça. En fait, au départ, c'est un sujet de MP. Donc, en MP, ils ont une formule un peu plus précise que ça. Mais dans la filière PSI, si on vous posait la question, vous écrivez juste que θ, c'est lambda sur D. D'accord? Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, il faut comparer ce θ au alpha. Parce que, en fait, vous voyez que disons, si on reprend votre faisceau, il arrive sur un certain alpha. D'accord? Les rayons, ils arrivent sur un certain alpha comme ceci. Mais vous voyez que s'il diffracte sur un θ il diffracte sur un θ qui est très petit devant alpha, ça ne va quasiment rien changer. Mais s'il diffracte sur un θ qui est très grand devant alpha, eh bien en fait, ce que vous allez voir, c'est en fait pas la vraie taille de l'étoile, mais vous verrez en fait la taille qui est due à la diffraction. OK? Donc ça gêne la mesure. En fait, l'idée, c'est que tant que la diffraction, c'est un problème, tant que θ diffraction est petit devant alpha, ça ne gêne pas. D'accord? Si les rayons arrivent sur un angle d'ouverture de, je dis n'importe quoi, 1 milliradian et que la diffraction cause 1/10 millième de radian, ce n'est pas grave. Mais en revanche, si alpha et θ sont comparables, bien en fait, vous allez en fait fictivement, de façon erronée, doubler la taille de l'étoile. OK? Monsieur? Oui. La formule sinus θ égale lambda sur D, on l'a dans le cours, mais comment est-ce qu'on l'avait trouvée? Est-ce que vous pouvez rappeler? Non, là, vous l'avez pas faite. Je pense que vous avez juste. Ça, c'est. Non, il n'y a pas de. On peut faire des choses, mais il faut faire la théorie de la diffraction. Donc, ça, c'est pas. On vous l'a donné. On vous a dit, en gros, vu que là, on fait des petits angles, on vous a dit que pour la diffraction, θ, il était en lambda sur D, quoi, pour les petits angles. Donc, éventuellement, vous êtes dans une formule avec un sinus, éventuellement, mais là, on peut faire les petits angles, il n'y a pas de problème, parce que D est très grand devant lambda. Mais dans le cours de sup, on vous l'a que fourni cette formule. Ou au lycée, même au lycée, peut-être que vous l'avez fait un petit peu, on vous a dit en gros, c'est lambda sur D. Alors, vu que c'est circulaire, bon, il y a une correction, en fait, il y a 1,22, il y a une formule de Herry, mais pas du tout au programme pour vous. On peut trouver des formules, mais ça demande de faire le cours sur la diffraction, qui n'est absolument pas au programme de filière PSI. Ok, d'accord. Donc là, pour moi, peut-être en MP, il pouvait faire une formule un peu plus précise, d'accord, avec un critère de Herry, peu importe. Mais là, pour vous, vous faites lambda sur D, quoi. C'est tout ce qu'on peut vous demander. D'accord, merci. Il y a juste à savoir ça. Il y a juste à savoir que pour retenir, bien plus l'ouverture grandit, plus l'effet devient ridicule. Donc, c'est juste un angle, donc c'est sans dimension. On fait le rapport de distance. On compare lambda et D. Et on fait lambda sur D pour que ce soit bien. Plus D est grand, plus l'angle d'ouverture sera faible. Plus l'ouverture est grande, plus la diffraction disparaît. On ne peut pas vous en demander plus que ça. Ça sera en général une petite question comme ça, un petit peu qualitative à la fin. Est-ce que la diffraction pose problème? Donc, si l'angle de diffraction est comparable aux angles que vous mesurez, c'est un problème. S'il est très petit, ce n'est pas un problème. Alors, il y avait des toutes petites choses à la fin. Il y avait, bon, mais ça, c'était pas, oui, je ne pense pas que ça a dû trop vous gêner. Donc, la parallaxe, c'est très important. C'est ce qui sert en fait à mesurer en fait les distances des étoiles proches. C'est en gros une triangularisation. En fait, vous êtes sur la Terre. La Terre, elle est tantôt en haut 1, tantôt en haut 2. Et en fait, mais c'est comme si voilà, vous regardez le tableau. Donc, vous me dites que vous êtes dans la salle. Quelqu'un se met vers la fenêtre. Il voit le tableau sur sa droite. Et quelqu'un se met au niveau du mur. Il voit le tableau sur sa gauche. Et donc, en fait, l'angle sous lequel vous voyez le centre du tableau dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez du tableau. D'accord? Vous avez dû faire ça au lycée, les questions de parallaxe, je pense en seconde ou en première. Vous avez dû faire des TP là-dessus, je pense. Et donc, c'est juste ça, en fait. C'est une façon pour les étoiles qui ne sont pas trop loin, parce que quand les étoiles sont très loin, en fait, on ne voit pas trop de différence, ça ne suffira pas. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend 6 mois plus tard dans l'année
et on compare en fait sous quel angle, en fait, sous quelle ouverture angulaire on va avoir en fait l'étoile depuis la Terre. Et ça fait juste une formule, voilà, toujours pareil avec les petits angles, d'accord? On n'a que l'angle, ils appellent PE, ben, l'angle c'est en fait O1, O2 sur la distance SE. Voilà. Et ça vous donne, et là avec ça, on retrouve la distance. Vu qu'on se donne la parallaxe et qu'on connaît la distance Terre-Soleil, on retrouve la distance de Proxima du Centaure. Ainsi. Voilà. Et c'est cohérent avec la formule qui a été fournie. Voilà. Voilà à peu près pour le résultat. Je ne sais pas, sur cette dernière question, je ne pense pas qu'il y avait trop de problèmes. Non, ça va? Ok. Bon, après, il y avait une dernière question. Pourquoi la taille de la Terre, enfin la distance Terre-Soleil, elle change? Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il voulait. Donc, c'est une ellipse, ce n'est pas un cercle. Donc, effectivement, là, on fait comme si la Terre se déplaçait sur un cercle. En fait, elle se déplace sur une ellipse. Ce n'est pas une très grosse ellipse. Ce n'est pas très elliptique, la Terre. Voilà. Ce n'était pas une question très voilà, ça a à peu près répondu à vos questions. Oui, merci. Voilà, à peu près pour les grandes lignes. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut essayer. Ce que vous pouvez vraiment essayer de faire, c'est il y a le sujet de. J'ai renvoyé un exercice en plus qui est sur le microscope. Un microscope, là, un exercice de révision sur le microscope. Il est bien complet, hein, franchement. Il fait plein d'étapes de calcul pour des lentilles, etc. Si vous refaites ce microscope, j'avais mis aussi des vidéos sur le. Oui, non, excusez-moi, pas le microscope, l'appareil photo. J'ai mis je me trompe j'ai mis un appareil photo, un exercice sur un appareil photo jetable là, que je vous ai envoyé dans les exercices supplémentaires. Ça s'appelle appareil photo jetable. C'est un extrait d'un oral de centrale et c'est très détaillé, quoi. Il y a un peu toutes les questions qu'on peut imaginer, comme ça, ça donne des petites idées de. Voilà, c'est pas mal fait, quoi. Ça peut faire un bon exercice. J'avais une dernière question. Par rapport à la question 23, vous avez donné une valeur d'excentricité. Est-ce qu'il faut la connaître ou c'est juste pour... Non, je ne l'ai même plus en tête actuellement. Mais non, c'est juste que j'avais donné ça comme ça pour. Bon, voilà, c'était juste à tir indicatif. Non, il n'y a pas de. Voilà, donc, enfin, l'excentricité de la Terre est très, très faible devant 1. En première approximation, la Terre c'est quasiment circulaire. Hein, c'est quasiment circulaire. Il y a une correction, mais elle n'est pas. Non, il n'y a pas besoin de connaître les excentricités. Hein. Il n'y a pas besoin de tout. Il n'y a pas à connaître. Merci.